Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, le Conseil des ministres vient d'adopter sous l'autorité du Président de la République le projet de loi croissance et activité. Et je tenais à vous en expliquer le sens avec le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, et les ministres directement concernés par ce projet. Christiane Taubira, François Rebsamen, Michel Sapin, Sylvia Pinel, Alain Vidalis, Carole Delga et Thierry Mandon, parce que chacun est concerné, parce que le gouvernement forme un collectif, parce que le gouvernement forme un pacte sur ce sujet, comme sur tous les domaines de l'action gouvernementale. Ce sens, c'est tout faire pour la compétitivité et l'emploi. C'est se donner vraiment les moyens de débloquer notre pays et de libérer les énergies. Et pour cela, il faut savoir faire évoluer certaines de nos règles et de nos fonctionnements. Tout le monde doit accepter de changer ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui pénalise l'activité et donc l'emploi, même si cela peut bouleverser des habitudes, des intérêts particuliers ou des corporatismes. Je sais que si cette loi fait autant parler, c'est aussi parce qu'elle bouscule, et qu'elle bouscule en tout cas certains. C'est une question d'efficacité, mais aussi une question de justice. Et cette loi ne sert qu'un intérêt, l'intérêt général. Elle vise à améliorer concrètement et rapidement la vie des Français. C'est une loi conçue pour créer et développer l'attractivité. Et c'est une loi de progrès et de liberté. Et là, je reprends les mots prononcés par le Président de la République il y a un instant. Une loi de liberté et de progrès. Profession réglementée du droit, liberté d'installation et tarifs. Transport, ouverture du transport par autocar, péage, permis de conduire. Urbanisme et logement intermédiaire. Épargne salariale et actionnariat salarié. Retraite chapeau. Traitement des plus gros dossiers d'entreprise par les tribunaux de commerce. Ouverture dominicale et en soirée de certains commerces. Réforme des prud'hommes. Et j'insiste sur ce point-là, c'est une réforme majeure, la garde des Sceaux le rappelait là aussi en Conseil des ministres. Inspection du travail. Ce projet de loi s'inscrit pleinement dans notre programme de réforme, un programme dont je donnerai une vision d'ensemble vendredi prochain lors de la réunion des ministres qui y sera consacrée. Nous devons donner de l'énergie à notre société, déverrouiller les blocages, alléger les contraintes. Bref, soutenir la croissance, l'activité, le travail et le risque au détriment de la rente, de l'immobilisme et du conservatisme. Cette loi est une preuve que notre pays est capable de s'adapter sans renoncer à son modèle social et aux principes fondamentaux du droit. C'est ce que les Français attendent. Ils sont d'ailleurs bien plus prêts à la réforme que certains des acteurs publics. Et nous le faisons dans le dialogue. Un dialogue qui a permis de faire évoluer le projet avec les parties concernées, parfois en renvoyant à d'autres textes à venir certaines réformes pas assez mûres ou qui n'entraient pas dans le cadre de la loi. Je pense aux pharmacies qui feront l'objet des débats dans la loi santé ou les tribunaux de commerce en grande partie dans la loi sur la justice du XXIe siècle. Ce travail collectif a aussi associé les parlementaires au travers de plusieurs missions, comme celle conduite par Richard Ferrand, député du Finistère, et celle que mène actuellement Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire. Va s'ouvrir maintenant la phase d'examen à l'Assemblée nationale, toujours dans le dialogue, et je suis certain
qu'elle permettra d'améliorer, d'enrichir le projet de loi et que la majorité, n'en doutons pas, s'engagera sur ce texte important. Si je reprenais les pronostics concernant tous les textes qui ne devaient pas être adoptés par l'Assemblée nationale ces dernières semaines, la liste, vous êtes de bons pronostiqueurs, serait extrêmement longue. Hier encore, le projet de loi de finances rectificative a été adopté à la majorité absolue et le texte sur les régions a franchi l'avant-dernière étape. Ce texte sera discuté d'abord dans le cadre d'une commission spéciale présidée par François Brottes. Je voudrais, avant de donner la parole à Emmanuel Macron, montrer combien ce texte s'inscrit dans l'agenda de nos réformes. Et devant vous, je veux insister ou clarifier davantage notre agenda économique et social. Le chômage augmente dans notre pays sans interruption depuis 6 ans. Et donc notre priorité, c'est de lutter contre le chômage. Notre priorité, c'est donc l'emploi, la création d'emplois, la création d'activités et de richesses. Nous ne croyons pas, et les Français non plus, aux solutions artificielles pour faire baisser les chiffres. La solution, c'est d'agir avec détermination dans 3 directions. La première, c'est la croissance et la compétitivité. Pour cela, notre agenda de réforme s'appuie sur 2 actions complémentaires que je rappelle et que je ne détaille pas ici, bien évidemment. D'abord, une politique de croissance en Europe, avec un euro moins cher, un rythme de la trajectoire de baisse des déficits adapté pour ne pas casser la croissance, et des grands investissements dans le cadre du plan Juncker. Ce sujet va être tout particulièrement abordé en présence du chef de l'État à l'occasion du Conseil européen des 18 et 19 décembre prochains. Ensuite, vous le savez, une politique de soutien aux entreprises pour qu'elles investissent et créent des emplois, avec le CICE, avec le pacte de responsabilité et de solidarité, avec la baisse du coût du travail et les baisses d'impôts. Au total, 40 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises d'ici 2017. C'est un effort sans précédent. Le pacte va s'engager concrètement dès le 1er janvier 2015, 0 charge pour les salariés autour du SMIC. Et avec le pacte et le CICE, ce sont 12 milliards d'euros injectés pour la seule année 2015 dans notre économie. Mais cet effort, qui est celui de la nation, doit trouver sa contrepartie dans l'engagement des branches et des entreprises. Vous le savez, les choses avancent. Nous l'avons constaté avec François Rebsamen, qui veille à ce que les choses avancent, et nous nous félicitons de l'avancée des négociations dans ce domaine, et nous espérons que d'ici la fin de l'année, une majorité de salariés dans les branches soient concernés par des accords qui garantissent l'emploi ou qui permettent la création d'emplois d'ici 2017. C'est le cas dans les assurances, puisque ce sont 38 000 emplois qui devraient être créés dans cette branche dans les 3 ans qui viennent. La deuxième direction, c'est l'amélioration du fonctionnement de notre marché du travail. Ce mouvement de réforme a déjà commencé avec une méthode, à mes yeux fondamentale, le dialogue social. Et c'est bien la marque de ce quinquennat. 2 accords très importants ont été conclus début 2013 sur la sécurisation de l'emploi et début 2014 sur la formation professionnelle. Ils ont été traduits dans la loi et commencent à produire des effets. Mais il faut aller plus loin. Il y a la négociation en cours sur le dialogue social dans les entreprises, qui doit se terminer fin décembre. Il faut qu'elle réussisse. Et pour cela, chacun doit faire un effort dans un esprit de compromis pour parvenir à un accord dans les semaines qui viennent. Une loi que porterait François Rebsamen devra traduire cet accord le plus vite possible dans les premières semaines, dans les premiers mois de l'année 2015. Nous attendons donc avec espoir, intérêt, optimisme le fruit de ces accords. Il y a également les dispositions de la loi croissance et activité présentées ce matin et qui s'inscrivent dans un ensemble d'engagements et de réformes. Enfin, nous devrons, 2 ans après,
faire le bilan de l'accord et de la loi de sécurisation de l'emploi pour voir ce qui a bien marché, mais aussi ce qui est décevant. Par exemple, les accords de maintien de l'emploi qui sont beaucoup trop peu utilisés. Il faudra corriger dans la loi ce qui doit l'être. Je réunirai à Matignon en janvier avec le ministre du Travail, les partenaires sociaux, pour voir ensemble quelles améliorations nous pouvons apporter. J'ajoute, car cela est aussi un combat pour l'emploi, qu'il faut lutter plus efficacement encore contre le travail illégal et notamment les fraudes au détachement qui faussent la concurrence et minent notre modèle social. Nous réunirons aussi, toujours avec le ministre du Travail, à Matignon, tous les acteurs concernés, partenaires sociaux, professionnels et ministères, le 15 janvier prochain, pour définir, je ne vais pas plus loin, de nouvelles initiatives. Enfin, et c'est la troisième direction, lutter contre le chômage. C'est aussi une politique de solidarité active. Nous avons en France un dispositif de soutien à ceux et à celles qui ont perdu leur emploi parmi les meilleurs en Europe. C'est une bonne chose. Mais encore faut-il veiller à ce que celui-ci soit juste, efficace, c'est-à-dire qu'il encourage la reprise de l'emploi. Sur l'assurance chômage, une nouvelle convention devrait être négociée d'ici mi-2016, selon le calendrier fixé par les partenaires sociaux. Ils viennent de terminer cette semaine une négociation sur un volet particulier concernant les victimes de licenciements économiques, le contrat de sécurisation professionnelle, qui montre qu'il est possible d'imaginer des évolutions favorables à la formation et à la reprise d'emploi pour rendre ces dispositifs d'indemnisation plus actifs. La préparation de la nouvelle convention mi-2016 sera donc l'un des grands chantiers de cette année 2015. S'agissant de Pôle emploi, nous sommes en train de définir, toujours avec les partenaires sociaux, ces orientations pour 2015-2018, pour des services plus individualisés, avec un recours beaucoup plus fort, possibilité des technologies numériques, mais aussi des contrôles plus rigoureux de la recherche d'emploi, y compris pour relancer et accompagner avec bienveillance ceux qui parfois se découragent. C'est aussi un des chantiers essentiels des prochains mois. Enfin, nous l'avons déjà annoncé, nous allons créer au 1er janvier 2016 la prime d'activité. Elle va se substituer à deux dispositifs de soutien au pouvoir d'achat des travailleurs dont la rémunération est proche du SMIC. C'est la fusion entre la PPE et le RSA activité. Elle apportera un vrai plus à ceux qui retrouvent un emploi et toujours de façon plus juste et plus efficace qu'aujourd'hui. Je présenterai prochainement les modalités plus précises avec les ministres concernés de ce dispositif nouveau. Et bien sûr, nous maintenons un effort important d'emploi aidé. Ils apportent des solutions transitoires à de nombreux jeunes ou chômeurs de longue durée. Je pense par exemple aux 150 000 emplois d'avenir qui sont une belle réussite pour donner à des jeunes sans qualification une chance de se lancer dans la vie professionnelle. Moderniser notre modèle social, c'est également innover pour créer des droits nouveaux pour les salariés qui répondent aussi à une exigence de compétitivité des entreprises. C'est le cas, par exemple, pour le compte personnel de formation qui entre en vigueur le 1er janvier prochain, qui permettra à chaque salarié de disposer d'un outil efficace pour construire son propre parcours professionnel, mais qui permettra aussi un marché du travail plus fluide, avec une meilleure mobilité. Il en va de même pour le compte de prévention de la pénibilité. Il répond à une exigence de justice parce que la première des inégalités, c'est celle d'avoir une espérance de vie réduite à raison de son travail, alors même que la réforme des retraites conduit à travailler plus longtemps. Mais il permettra aussi d'encourager la prévention de la pénibilité dans les entreprises et d'apporter une meilleure solution pour des salariés usés par des travaux pénibles qui le renvoient à Pôle emploi. Il faut bien sûr travailler à ce que ce compte soit simplifié au maximum. Nous allons y travailler fortement pour 6 facteurs qui doivent rentrer en vigueur en 2016. C'est tout le sens de la mission de Virville avec les partenaires sociaux, mais nous ne pouvons pas oublier cette exigence première de justice. J'ajoute, parce que cela contribue aussi directement aux réformes, notre action pour moderniser l'État et transformer la fonction publique elle-même.
Vous savez le rôle majeur de l'État dans notre pays, ce que représentent les près de 5 millions de fonctionnaires qui œuvrent chaque jour au service du pays, des citoyens et de l'intérêt général. La réforme territoriale en cours d'examen au Parlement et qui va devenir une réalité dès l'année prochaine s'accompagnera d'une réforme de l'État dans les territoires. L'un ne va pas sans l'autre. Et s'agissant de l'avenir de la fonction publique elle-même, une négociation importante est engagée depuis cet automne sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. Et là aussi, je souhaite que ce chantier considérable, ouvert dans le dialogue social, les salariés de la fonction publique, les fonctionnaires, viennent de voter, viennent de se donner leurs nouveaux représentants, que ce chantier considérable aboutisse au printemps, permettant de refondre toute l'architecture statutaire des rémunérations et de la gestion des agents de notre fonction publique. Vous le voyez, ce texte de loi, croissance et activité, vient renforcer la politique que nous menons pour moderniser le pays et favoriser la croissance. C'est pour cela qu'entouré de plusieurs ministres, je souhaitais en présenter les principes et rappeler dans quel cadre nous agissons. Ils participent de la stratégie cohérente de lutte contre le chômage en respectant notre modèle social. Par exemple, il n'est pas question de banaliser le travail du dimanche. Le repos dominical reste la règle. C'est essentiel pour la vie sociale et familiale. Et c'est seulement dans certaines zones et pour des ouvertures exceptionnelles que l'on assouplit, avec notamment l'objectif de rendre dans les zones touristiques, dans les zones internationales, encore ces territoires plus attractifs. Mais avec des contreparties négociées et uniquement sur la base du volontariat des salariés. Voilà, mesdames et messieurs, le sens de l'action du gouvernement, le sens de ce texte de loi, soutenir la croissance, soutenir l'activité, soutenir le travail, avec le souci de la justice. Et sur cette question-là, j'aurai l'occasion de m'exprimer ce soir dans le cadre des travaux de la Fondation Jean Jaurès. Mais comme vous pouvez le voir, la volonté réformatrice du gouvernement, non seulement elle est intacte, mais elle est décuplée par les textes et l'action que nous prévoyons tout au long des années 2015-2016, d'ici à la fin du quinquennat. Je cède la parole au ministre de l'Économie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer en quelques instants, Mesdames, Messieurs, de vous donner la trame de ce texte qui, comme le Premier ministre vient de le dire, est avant tout un travail collectif dont l'ambition est de redonner de la vitalité à l'économie française, dont l'ambition est de redonner plus d'égalité d'accès. Et c'est pourquoi je crois profondément que l'esprit de cette loi, c'est d'abord d'être pragmatique et d'être à la fois juste et efficace. Parce que redonner plus d'accès à celles et ceux qui sont parfois loin du travail, qui veulent innover, investir, créer en France, mais qui rencontrent trop de difficultés, c'est bon pour l'économie et c'est aussi plus juste. Cette loi, elle n'enlève rien à personne. Je crois que c'est important de le dire. Il y a beaucoup de protestations. Mais nous n'enlevons pas de droits. Nous recréons parfois des droits et des accès pour d'autres. Alors, certains membres du gouvernement, je pense en particulier à Christiane Taubira, savent bien que parfois, c'est dur de redonner des droits à certaines et certains Français qui ne l'ont pas, y compris en matière économique, parce que ça crée des protestations. Mais ce n'est pas une raison pour autant pour abandonner ou pour arrêter. Parce que c'est bon pour notre économie, parce que ça lui donne plus de vitalité et que nous en avons aujourd'hui besoin. Alors, les trois grands piliers de cette loi, c'est libérer, ouvrir, innover, investir et travailler. Libérer d'abord, c'est la nécessité, partout où c'est possible, de pouvoir ouvrir des accès, recréer des accès. D'abord, par exemple, en matière de transport. Nous allons proposer d'ouvrir la possibilité de créer des lignes d'autocars, ce qui n'est aujourd'hui pas possible dans notre pays, sauf après de multiples demandes d'autorisation, ce qui fait qu'en France, ce simple chiffre montre le potentiel qu'il y a. On a 110 000 voyageurs par an, là où en Allemagne, on a 8 millions, après une ouverture qui a été généralisée il y a 18 mois, et près de 20 millions au Royaume-Uni. C'est plus d'égalité sur l'accès au territoire pour celles et ceux qui ne peuvent pas forcément prendre le train, ou pour certains déplacements où le train n'existe pas, ou qui ne peuvent pas prendre leur véhicule particulier. Mais c'est aussi la création
d'un vrai levier, d'un vrai secteur économique, et donc de nouveaux emplois. Ouvrir, c'est aussi mieux contrôler les situations parfois de monopole, de rente, ou de situations un peu dominantes qui peuvent exister dans certains secteurs. Je veux en prendre deux qui sont traités dans la loi. Le premier est celui de la grande distribution, où nous allons donner plus de pouvoir à l'autorité de la concurrence pour, là où c'est nécessaire, conduire les enseignes qui peuvent avoir une situation dominante et donc monter artificiellement les prix ou faire exercer trop de pression sur leurs fournisseurs, eh bien, recéder des surfaces commerciales à leurs concurrents pour animer le marché de manière plus juste. Autre exemple, sur les sociétés d'autoroutes, nous allons proposer d'étendre la compétence de l'autorité régulatrice en matière de transport pour mieux contrôler les contrats qui sont aujourd'hui passés, pour mieux contrôler à la fois leur dynamique tarifaire, mais être aussi plus exigeant en matière de travaux. Parce que le pouvoir d'achat comme l'activité sont deux leviers importants que nous devons mieux actionner en cette matière. Ouvrir, c'est aussi ouvrir certains dispositifs. Je ne veux là prendre qu'un exemple, celui du permis de conduire. Et il y a une disposition dans la loi qui a été portée par Bernard Cazeneuve qui consiste précisément à aider à accélérer, aujourd'hui, réduire les délais en termes d'obtention du permis B, parce qu'aujourd'hui, le permis de conduire, on le sait, il est trop long et trop coûteux. On peut encore améliorer le dispositif proposé, mais notre volonté, c'est là aussi, pour les jeunes, pour faciliter l'accès à l'emploi, à l'activité, au déplacement sur le territoire, aller plus vite, faciliter. Enfin, libérer et ouvrir, c'est ce que nous voulons porter avec Christiane Taubira en matière de profession du droit. Il ne s'agit pas de tout déréguler, il ne s'agit pas de marchandiser le droit, comme je l'entends parfois. Il ne s'agit en rien de revenir sur la sécurité juridique de notre dispositif, dont la garde des Sceaux est la garante, mais de manière très simple de faire trois choses. La première, faciliter l'accès à ces professions et pour les rendre plus justes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des contraintes qui existent pour ouvrir parfois des offices notariaux ou pour pouvoir entreprendre ce que devrait permettre notre dispositif. Et donc, nous portons une forme d'ouverture de la liberté d'installation régulée, contrôlée, dont la garde des Sceaux sera la garante, mais qui, sur la base d'informations objectives, permettra plus facilement de créer des offices notariaux là où c'est possible. Parce que l'économie en a besoin, parce que c'est plus juste aussi en termes d'accès, c'est plus juste pour les plus jeunes qui, à diplôme et qualifications équivalentes, doivent pouvoir créer ces offices quand c'est leur volonté. C'est aussi notre volonté d'ouvrir sur les commissaires priseurs judiciaires comme sur les huissiers également la profession. Deuxième point, c'est baisser les tarifs partout où c'est possible. Et donc pour cette profession, nous avons demandé à l'autorité de la concurrence un rapport pour que les tarifs reflètent mieux les coûts réels, en gardant des logiques de proportion là où c'est aussi nécessaire, parce que parfois, la structure des tarifs permet une forme de justice ou de redistribution sur nos territoires. Mais ces tarifs doivent mieux refléter les coûts qu'ils ne le font aujourd'hui. Enfin, c'est permettre à ces professions de mieux s'organiser entre elles, en ouvrant le capital entre professions. Et là, je veux aussi lever un malentendu. En aucun cas, il ne s'agit de financiariser ces professions ou de l'ouvrir à des investisseurs extérieurs. Ça n'est pas vrai. C'est entre professionnels du droit et du chiffre. Le deuxième pilier de ce travail, c'est innover et investir. Parce qu'on peut mieux mobiliser précisément l'actionnariat, l'investissement public et privé en faveur de notre économie. D'abord, pour plus et mieux d'innovation. Et donc les réformes qui sont proposées, c'est en quelque sorte de mieux récompenser le risque et d'être beaucoup moins indulgent à l'égard de la rente. Avec, je vais prendre pour exemple 3 mesures. La première, de restaurer l'attractivité des bons de souscription pour créateurs d'entreprises, parce que c'est important pour nos startups. Avec Axel Lemaire, nous ne cessons de pousser avec la French Tech ces dispositifs. Et donc on a besoin de permettre à ces startups d'embaucher des cadres. Elles ne peuvent pas parfois les payer, mais donc de les intéresser au capital et de simplifier les dispositifs, en particulier pour leur propre filiale, pour être fort à la compétition internationale et aller plus vite. C'est restaurer aussi l'attractivité des actions de performance qui sont importantes pour ces mêmes sociétés, mais pour nos PME, nos ETI comme nos grands groupes, si nous voulons rester attractifs sur le plan international. Et enfin, c'est d'être plus dur avec certains dispositifs, comme celui de la retraite chapeau, où là, un rapport a été demandé avec Marisol Touraine et Michel Sapin aux services compétents, et où nous voulons, lorsqu'il s'agit d'un revenu différé, lorsqu'il s'agit d'un avantage qui ne peut pas se justifier par les performances,
eh bien, de mieux réguler ces dispositifs. Innover, investir, c'est aussi restaurer l'épargne salariale, parce que c'est un bel instrument et parce que c'est un levier de la meilleure association des salariés au capital de l'entreprise. L'entreprise, pour mieux réussir, elle a besoin d'associer toutes les réussites. Et donc, ce que nous voulons faire à travers l'épargne salariale, et avec François Rebsamen et Michel Sapin, nous avons reçu un rapport qui est en train d'être aujourd'hui négocié par les partenaires sociaux, c'est de simplifier le dispositif, de le rendre plus attractif, et en particulier de le simplifier pour les PME. Parce que la réalité de l'épargne salariale aujourd'hui, c'est qu'elle concerne plus de 8 salariés sur 10 dans les grands groupes et 1 salarié sur 10 dans les petites entreprises. Il faut pouvoir le généraliser pour le rendre plus efficace. Enfin, investir, c'est aussi pousser, accélérer, simplifier l'investissement productif sur le territoire, en particulier, et c'est tout le travail qui a été fait par Sylvia Pinel et Thierry Mandon, rendre plus simple les dispositifs de logement intermédiaire, pour aller plus vite, pour construire plus vite et plus facilement des logements intermédiaires, en particulier en zone tendue. Nos concitoyens en ont besoin, mais c'est aussi un vrai levier d'activité. Et donc là, nous proposons de simplifier les règles de zonage, d'aller plus vite. Et c'est aussi sur les grands projets dont nous avons besoin et qui ont une valeur économique sur notre territoire, de pouvoir accélérer, là aussi, en simplifiant les procédures, en étendant l'autorisation unique pour les grands projets, en généralisant à la région Île-de-France pour les grands projets d'intérêt économique pour le Grand Paris, le certificat de projet. Et donc ces dispositifs, c'est de la simplification parce qu'elle est bonne pour l'économie, elle permet d'aller plus vite et elle permet de relancer un secteur qui souffre beaucoup aujourd'hui, qui est celui du BTP. Et donc quand c'est bon pour l'économie, on peut faire plus vite, plus simple, plus fort. Enfin, investir et innover, c'est aussi avoir une gestion plus efficace des participations de l'État. Et donc ce que porte ce texte, c'est aussi de pouvoir, sur certaines participations publiques, céder du capital pour se désendetter, nous voulons le faire et ça a été porté dans le projet de loi de finances, et réinvestir sur nos priorités, la transition énergétique, certains secteurs industriels, parce que là aussi nous en avons besoin. Enfin, travailler, c'est le troisième axe de ce texte, avec une série de mesures qui là aussi visent à pouvoir accroître l'activité partout où c'est possible. D'abord, le dimanche, et le Premier ministre l'a évoqué, ce texte de loi ne propose pas de rouvrir un grand débat de civilisation. Le texte que nous portons avec François Rebsamen, il a fait l'objet d'un vrai travail technique, d'un travail de concertation très fort qu'a mené le ministre avec les partenaires sociaux, et il repose sur 3 principes. Le premier, c'est de donner plus de liberté aux élus locaux pour pouvoir, s'ils le souhaitent, ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an, permettre l'ouverture jusqu'à 12 dimanches par an. Il y aura un débat sur ce sujet, c'est un point de sensibilité. Mais ça n'est pas une obligation, ça n'est pas un choix de civilisation qui est porté. C'est la possibilité offerte à des élus locaux, au plus près du terrain, d'avoir plus de flexibilité si leur économie le demande, si c'est leur souhait. Le deuxième volet, c'est dans les zones où on sait que plus d'ouverture le dimanche, c'est créer de l'activité, à coup sûr. Dans quelques gares qui sont d'importance nationale, dans des zones touristiques à vocation internationale, où fermer le dimanche et en soirée, c'est perdre de l'activité et des emplois, nous voulons pouvoir le faire. Et il est proposé que, par arrêté, les ministres compétents puissent décider de l'ouverture, avec toujours les mêmes règles sur lesquelles je vais revenir. Pourquoi ? Parce que là, c'est créer des emplois, c'est créer de l'activité. Et compte tenu de la situation d'urgence de notre économie, nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette occasion. Nous devons prendre nos responsabilités. Enfin, et surtout, si j'ose dire, le travail du dimanche, ça doit être une réforme pour plus de justice. Et donc le pari que fait ce gouvernement, c'est celui d'être cohérent et d'aller jusqu'au bout du dialogue social. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, où beaucoup critiquent peut-être cette mesure, ont-ils oublié que dans 600 zones touristiques du pays, il n'y a pas, par la loi, de compensation obligatoire au travail dominical. Et c'est une réalité pour les Françaises et les Français qui travaillent pourtant dans ces zones. Elles ont pu être définies par accord, mais il n'y a pas d'obligation légale. Ce que va poser ce texte, c'est l'obligation de définir pour toute nouvelle ouverture un accord au niveau de la branche, de l'entreprise ou du territoire qui devra préciser les modalités de compensation. Le principe de la compensation sera partout posé dans la loi. Nous laisserons, dans les zones où les commerces sont aujourd'hui ouverts et n'ont pas ces modalités, le temps de l'adaptation, mais c'est une confiance dans le dialogue social et dans les territoires qui est portée à travers ce texte. Mais c'est aussi plus de justice, parce que c'est plus efficace, parce que cela permettra de mieux fonctionner. Ce texte y permet aussi donc, une réforme de la justice prud'homale
qui est porté par François Rebsamen et Christiane Taubira, et qui vise là, pour aller vite, d'être plus simple, plus efficace, plus sûr et plus rapide. Les délais sont trop longs, ils seront encadrés dès la phase de conciliation, avec des délais de 3 mois. La formation des juges, leur déontologie seront améliorées. Et la visibilité donnée sur les échéances, les risques éventuels, sera facilitée. Pour qu'on réussisse mieux au niveau de la conciliation, il n'y a aujourd'hui que 6% de taux de conciliation, que les jugements soient de meilleure qualité et que cette justice puisse fonctionner de manière plus rapide. Enfin, ce texte porte une série de dispositifs de simplification dans la continuité de la loi de 2013, telle qu'elle a été portée, et qui sont des simplifications qui ont été travaillées par le ministère compétent. Et, je veux le dire ici, beaucoup des mesures que nous porterons à travers ce texte visent aussi à protéger les territoires, les PME, l'emploi les plus fragiles. Le travail du dimanche, les sujets de proximité et des centres-bourgs seront pris en compte dans la négociation que nous aurons à conduire et dans le travail de finalisation qui sera le nôtre. La situation du BTP sera prise en compte puisqu'il y a une carte qui permettra de mieux identifier les travailleurs et le ministre du Travail y reviendra dans les prochains jours et prochaines semaines. Et sur le terrain aussi, les contrôles seront renforcés et les sanctions seront renforcées contre le travail détaché dans ce texte. Et là aussi, le ministre viendra préciser ces dispositions et François Rebsamen fera plusieurs déplacements de terrain et actions fortes sur ce sujet. Voilà, je ne suis pas totalement exhaustif, mais j'ai couvert l'essentiel de ce que ce texte portera et que je voulais ici vous présenter dans la continuité de ce qu'a pu dire le Premier ministre. Nous devons aller vite, parce que la situation économique de notre pays le justifie et l'impose. Nous devons être pragmatiques, c'est-à-dire que les débats que nous devons porter, ils doivent permettre d'enrichir ce texte, de le rendre plus efficace, de le compléter. Alors j'entends les critiques. Pour les uns, ce serait un texte qui, en quelque sorte, bousculerait l'économie et la société française. Et pour les autres, c'est un texte qui ne servirait à rien. Et pour tous, c'est un texte fourre-tout, chacun voulant le compléter avec ses propres ajouts. Tous les ajouts qui seront efficaces, qui seront pragmatiques, qui permettront de mettre plus de croissance, plus d'activité, seront les bienvenus. Ce texte doit être enrichi dans les prochaines semaines. Mais ce texte ne doit se regarder qu'à l'aune d'une chose, le pragmatisme, l'efficacité, le plus d'activité, parce que c'est ça que les Françaises et les Français attendent. Ils ne veulent pas de débat téléologique. Ils veulent simplement que dans une société où le travail doit redevenir une priorité, où l'activité, créer l'activité est notre devoir, parce qu'il y a ce niveau de chômage que rappelait le Premier ministre, parce qu'il y a près d'un quart de nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi ou qui sont condamnés à l'emploi précaire, nous devons rendre notre économie plus forte, plus efficace et en même temps plus juste. Alors ce texte, il fera l'objet d'un travail parlementaire dans les prochaines semaines, d'amendements. Il fera l'objet de plusieurs décrets que nous voulons prendre vite et nous proposerons en même temps un calendrier très resserré pour que de manière efficace, il puisse rentrer en ordre de marche dès cette année le plus vite possible pour certains textes et au plus tard en fin d'année pour les textes les plus complexes. Et enfin, il fera l'objet en permanence d'une forme d'évaluation et d'un débat. Et donc, moi, je suis pour ma part partisan que tous les think tanks, les cercles indépendants se saisissent de ce texte pour l'évaluer et puis pour proposer de rajouter les mesures de justice et d'efficacité qu'on pourrait compléter pour rendre notre économie plus forte. Il faut que le débat continue avec le même esprit de pragmatisme et d'efficacité qui est celui dans lequel le gouvernement a travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines pour le préparer. Je vous remercie. Très bien, puisque je suis chef d'équipe et animateur, j'anime. Enfin, ce n'est pas moi qui choisis les questions. Hein. Allez-y. Bonjour, Adrien Gindre, BFM TV. Dans une tribune publiée par nos confrères du journal Le Monde, Martine Aubry se dit fermement opposée au passage de 5 à 12 dimanches. Elle parle d'une régression qu'elle combattra. Que lui répondez-vous? D'abord, il faut toujours revenir aux faits avant de débattre de positionnements qui peuvent être plus politiques et qui ont leur justification. La réalité de la société française, c'est que 30% des Françaises et des Français travaillent de manière occasionnelle ou régulière le dimanche. La réalité de la société française, c'est que, sans doute avez-vous fait cette expérience, les Françaises et les Français veulent aussi consommer le dimanche et les grands groupes internationaux qui opèrent sur Internet, je ne citerai pas de marque, font pour certains 20 à 25% de leur chiffre d'affaires le dimanche. Et le débat ne sera bientôt plus entre les commerces de centre-ville ou les grandes surfaces,
mais entre les commerces français et les plateformes de vente en ligne qui seront ouverts et qui sont ouverts le dimanche. Donc la réalité de notre pays, c'est celle-là, et c'est aussi celle de Françaises et de Français qui travaillent le dimanche sans compensation. Et donc je crois qu'un texte de loi qui permet, là où c'est utile, de manière très pragmatique, au plus près du terrain, d'ouvrir le dimanche, parce que ça permettra à des Françaises et des Français qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'argent pour vivre et pour profiter d'une société qui doit aussi être une société de loisirs et de la famille, et nous ne revenons en rien là-dessus, c'est une bonne chose et c'est une avancée sociale. Une loi qui permet, au plus près du terrain, d'adapter ce droit, c'est une bonne chose. Une loi qui permettra justement de préserver les équilibres territoriaux en donnant la liberté aux maires qui conviendra de définir, c'est une bonne chose. Et une loi qui permettra d'avoir des règles de compensation claires, justes et systématiques, avec des accords, c'est une bonne chose parce que c'est plus juste. Je demanderai à François Rebsamen de dire un mot aussi. Juste quelques mots, parce que je partage tout à fait ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il s'agit finalement de redonner de la souplesse à un régime actuel qui est inégalitaire, qui est rigide et qui a entériné des ouvertures qui étaient illégales. Il s'agit de protéger les salariés de sorte que le dimanche ne sera jamais un jour comme les autres, un jour travaillé comme les autres. Enfin, ça a été rappelé, les négociations se feront au plus près du terrain pour prendre en compte les réalités locales. Voilà 3 éléments que je voulais donner qui permettent de donner un éclairage, je pense, nouveau à ce texte qui va incontestablement apporter, en tous les cas je parle pour les salariés là, un élément de sécurité supplémentaire. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Julien Pontus de l'agence Reuters. Je voulais vous demander si vous êtes prêt, c'est un peu la même question qu'Adrien Gindre, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au 49.3 pour imposer un texte ambitieux ou est-ce que vous êtes d'accord pour éduquer ce texte et garder votre majorité? Oui, donc, non mais je connais bien, Emmanuel Macron d'ailleurs le rappelait il y a un instant, et on le retrouve d'ailleurs dans différentes phase de la vie politique contemporaine, le débat dans lequel on veut nous enfermer. Soit il est très ambitieux, mais il ne passera pas, sauf à utiliser les moyens de la Constitution, soit il passe, c'est parce qu'il a perdu de son ambition. Je connais ça, j'ai eu droit à ce questionnement il y a encore quelques jours sur tout autre sujet. Donc pour nous, les choses sont très claires. Il est ambitieux parce qu'il touche à différents aspects rappelé dans le dossier de presse que vous appelez, rappelé par mes soins il y a un instant, et détaillé par Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Et ce texte, d'ailleurs, ne peut pas se résumer à la seule question du travail du dimanche ou en soirée, encadré, comme cela vient d'être rappelé, par François Rebsamen et Emmanuel Macron. Il est ambitieux et son ambition restera. En même temps, c'est un texte majeur, ce n'est pas le seul de cette année, 2015, et ce n'est pas le seul d'ici la fin du quinquennat. Chacun l'aura compris. Mais il y aura un dialogue, d'abord avec le Parlement, à travers la commission spéciale présidée par François Brottes, et un dialogue qui, je n'en doute pas, sera fructueux dans tous les domaines concernés par le texte. Ça doit être aussi l'occasion d'un dialogue avec la société, sur tous les sujets. Et Emmanuel Macron a fait un certain nombre de propositions, il y a un instant, pour suivre, évaluer ce texte. Donc, il n'y a aucune raison de douter et du caractère ambitieux de cette loi, du début à la fin, et la capacité à convaincre le Parlement. Mais nous le faisons dans le dialogue avec le Parlement et bien sûr avec les groupes de la majorité. Pardon de revenir encore sur cette tribune de Martine Aubry. Elle conclut en disant « Je combattrai cette régression que représente le travail dominical version loi Macron pour notre société. Je le combattrai au niveau national comme dans ma ville. » C'est quand même pas rien, une ancienne patronne du Parti socialiste qui dit ça le jour où vous devez vous réunir, vous, le gouvernement, à l'Élysée, pour en parler. Vous êtes un excellent porte-parole, M. Gauze. Je vous félicite. Nous venons de répondre sur ce sujet-là. Quel est le sens, compris de cette mesure, générée directement
plus d'activités et plus d'emplois, répondre à la demande des touristes étrangers, au pic de saison aussi en bord de mer ou à la montagne, aux grands événements. Bref, créer de l'attractivité. Ça se pose pour des grandes villes. Il y a d'ailleurs déjà dans ces grandes villes des magasins qui sont ouverts le dimanche. Et ce que vise cette loi, c'est la cohérence, notamment pour ce qui concerne la capitale, mais pas seulement. Est-ce qu'on souhaite que les touristes, les millions de touristes d'aujourd'hui et de demain, le dimanche, restent à Paris pour faire leur achat, créant ainsi des recettes pour notre économie et des emplois? Ou est-ce que nous pensons qu'ils doivent plutôt partir ailleurs? C'est des sujets d'ailleurs qui sont bien connus par Martine Aubry, qui a une mission pour le gouvernement, notamment avec la Chine. Elle connaît parfaitement les chiffres qui concernent le tourisme de ce grand pays. Nous souhaitons donner plus de marge de manœuvre pour les initiatives locales. Et c'est pour cela que, au-delà des 5 dimanches qui existent, 7 facultatifs de plus pourraient être ainsi créés. Ça va être un des débats au sein avec le Parlement. Et on voit bien qu'entre 5 et 12, il y a des marges pour un débat. Si c'est ça qui fonde un débat de civilisation, je pense que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le cas. Et puis, nous souhaitons enfin considérer que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Et de ce point de vue-là, c'est un principe. Et François Rebsamen l'a rappelé avec les contreparties obligatoires qui n'existent pas partout aujourd'hui et l'exigence du dialogue social. C'était encore rappelé par le leader d'une grande organisation syndicale ce matin. Voilà les principes, voilà de quoi rassurer ceux qui sont inquiets. Mais encore une fois, cette loi, ce n'est pas ce seul sujet. Et moi, avec les membres du gouvernement, j'en fais tout sauf un sujet de confrontation. Et encore moins avec la majorité, bien au contraire. Et croyez ma petite expérience de Premier ministre de ces dernières semaines, je le répète, on nous a annoncé que le texte sur les régions ne passerait pas, il est passé. C'est une réforme majeure. Je sais que quand ça marche, pour la presse, ça prend moins d'intérêt. Mais voilà ce qui avait été annoncé depuis des années. On est passé de 22 à 12 régions hexagonales. On nous avait expliqué que le projet de loi de finances rectificative n'allait pas obtenir de majorité, que nous devrions peut-être même utiliser le 49.3. Il est passé avec la majorité absolue hier. Et donc, pour ce texte, moi je crois aux vertus du dialogue. Maintenant, le texte est connu, il vient d'être adopté par le Conseil des ministres. Il n'était pas encore connu hier, et y compris, il y avait des informations, certaines vraies, d'autres qui l'étaient un peu moins. Donc, sur la base de ce texte, de l'enrichissement, des améliorations qui auront lieu, je ne doute pas que nous convaincrons une très grande majorité de parlementaires de l'adopter. Bonjour Monsieur le Premier ministre, une question pour le Petit Journal où on vient de parler de Martine Aubry. En 2008, 10 de vos ministres, dont 3 ici présents, Madame Taubira, Monsieur Vidalis et Madame Pinel, ont signé une autre tribune dans Libération pour s'opposer au travail le dimanche. Ils écrivaient notamment « Nous refusons que la civilisation du supermarché remplace la civilisation du loisir ». Est-ce qu'ils vous ont fait part, ces 3 ministres ici présents et les 10 en tout, de leur réticence à ce projet de loi Macron? Merci. Moi, je regarde souvent Canal+, et notamment le dimanche, et plus particulièrement les reprises du Petit Journal, et je m'aperçois qu'à Canal+, on travaille aussi le dimanche. Les prises de position des uns et des autres, je les ai bien en tête, puisque nous avions eu ce débat, portaient sur la loi dite Maillet, qui n'avait rien à voir avec ce que nous proposons. Donc vous ne verrez pas, je pense, d'incohérence ou de changement des uns ou des autres par rapport à leur prise de position. Enfin, il faut aussi s'adapter à la réalité du monde, et c'est ce que nous faisons avec ce texte. Emmanuel ? En effet, cette loi n'avait rien à voir avec la loi actuelle. D'ailleurs, elle a conduit à poser beaucoup de problèmes, comme l'évoquait à l'instant François Rebsamen, parce qu'elle a soulevé beaucoup de sujets juridiques, puisqu'elle touchait aux zones d'activité. La démarche qui est la nôtre est très différente. Je voulais rajouter quand même un point, parce que ce qu'il y a derrière beaucoup de ces préoccupations, au-delà des petites phrases et finalement de l'animation normale du jeu politique,
il peut y avoir des vraies préoccupations sur le terrain. Et donc celles-là, nous voulons les entendre. Et avec Carole Delga, le travail que nous conduisons, il est aussi pour maintenir les commerces de centre-bourg. Il est aussi pour maintenir au plus près, parce que c'est évoqué dans le texte de Martine Aubry, la déstabilisation que ça peut générer sur les territoires. Et je crois que l'opposition qu'avaient beaucoup des ministres à l'époque, c'était une opposition aussi, en effet, contre la culture du supermarché. Ça n'est pas ce que nous voulons ici porter. En aucun cas, nous ne proposons d'élargir les zones d'activité commerciale pour qu'il y ait des grandes surfaces qui viennent vider les centres-bourgs. Au contraire. Et donc, il doit y avoir une animation sur le terrain. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être conduit par Carole Delga de concertation et qui continue, qui va permettre d'enrichir ce texte et de l'amodier pour que cette réalité soit prise en compte. Oui, donc dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, je rappelle que les tribunes qui ont été publiées, comme les recours qui ont été faits, à l'époque, portaient contre la loi Maillet qui entérinait des ouvertures illégales. C'était ça le point de départ. Et après, on pouvait en décliner une nouvelle société de consommation. Mais c'était bien ça le point de départ. Bon, donc nous avons eu le travail le dimanche. Martine Aubry, elle travaille le dimanche. J'imagine qu'il y a d'autres sujets. Oui, Nicolas Prissette au journal du dimanche, qui est bouclé le samedi, comme vous savez. Une question sur l'impact économique et en termes d'emploi de ce projet de loi. Initialement, Arnaud Montebourg expliquait que 6 milliards d'euros de valeur ajoutée supplémentaire pour l'économie pouvaient être générés par la réforme des professions réglementées. Est-ce que vous avez une estimation en termes d'impact sur le PIB et sur les créations d'emplois et à quel horizon? Merci. Oui, sur ces sujets, j'ai toujours été très sceptique dès le début. Le chiffre qui avait été avancé par Arnaud Montebourg était tout à fait juste, il relevait d'une note du Trésor qui indiquait qu'à 10 ans, on pouvait rendre ce pouvoir d'achat aux Français, mais compte non tenu des éventuels effets indirects, etc. Sur cette partie de l'évaluation, ça n'est pas le même résultat auquel nous arriverons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas décidé, en effet, de transférer la vente de tous les médicaments non prescrits en pharmacie et de supprimer l'acte authentique du notariat. Donc, je crois qu'il faut rester très prudent sur ces sujets. Chacune des mesures a un impact, parfois en création nette d'emplois. Les autocars, pour reprendre un exemple, les ouvertures en zone touristique internationale, on sait pouvoir dire que ce sont plusieurs milliers de créations nettes d'emplois à assez court terme. Les mesures de pouvoir d'achat sur les tarifs, ce qui sera décidé sur la grande distribution, les sociétés autoroutières, on sait aussi pouvoir le dire en dynamique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, que ça améliorera les choses. Mais beaucoup de ces mesures ont en fait des effets indirects et surtout doivent créer un effet psychologique pour faire redémarrer l'économie. Et je crois qu'il faut totalement assumer cet aspect. Vous savez, l'économie, ça ne marche pas en additionnant des chiffres. C'est pas l'économie de la turbine et de la pompe, ça ne marche pas comme ça. C'est pas je mets 1 milliard là, je fais des décomptes. Non, ça se saurait si ça fonctionnait comme ça. L'économie, c'est aussi déclencher des comportements. Et je crois que ce que cette loi va permettre de faire, c'est précisément dans tous les secteurs qu'on a décidé de toucher, de recréer des opportunités, de recréer un potentiel d'activité qui va pleinement se développer, d'envoyer aussi le message à nos concitoyens que nous sommes en train de faire bouger le pays, de motiver les gens, de motiver les Françaises et les Français qui veulent travailler. Et cet aspect culturel, il est important, Axel Lemaire, par exemple, travaille quotidiennement sur la partie French Tech, cette économie de l'innovation du numérique. Ça ne se mesure pas, on ne peut pas mettre un chiffre pour dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. On a simplement une dynamique qui est en train de se créer. Donc je crois que l'effet dynamique, on le constatera au fil de l'eau, mais moi je ne crois pas beaucoup dans des évaluations a priori. Sinon je peux vous renvoyer à une bonne évaluation a priori qui est celle que l'OCDE a faite il y a quelques semaines, et l'OCDE fera partie des organismes auxquels on va transférer le texte de loi pour qu'ils puissent l'évaluer macroéconomiquement et surtout faire vivre ce débat et l'enrichir. Oui. Cyril Graziani, France Inter. Une étude d'impact lacunaire des dispositions qui vont à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'avis du Conseil d'État n'est pas tendre avec votre loi. Est-ce que vous comptez suivre ces recommandations, notamment sur le travail dominical? Là, le juge administratif indique avoir des interrogations au regard du principe d'égalité, parle d'effet inverse à celui que vous recherchez, de quoi donner des arguments forts, notamment aux opposants. Écoutez, d'abord, on vit quand même dans une drôle de république qui consiste à commenter les conseils que fait le Conseil d'État au gouvernement. C'est quand même, je veux le souligner, parce qu'on finit par tout banaliser, mais enfin, c'est quand même pas glorieux d'en arriver à ces débats.
La deuxième chose, prenez point par point. En effet, ce qu'on nous reproche d'un côté, je vais juste illustrer mon propos avec un exemple. Le travail du dimanche. Dans l'avis du Conseil d'État, il y a eu un débat, en effet, pour savoir si on ne prenait pas trop de risques à suspendre l'ouverture à un accord majoritaire. Vous voyez, on est beaucoup plus à gauche que le Conseil d'État avec Martine Aubry, si je voulais être ironique ici ce matin. Parce que nous, on croit dans le dialogue social. Et on pense que l'ouverture du dimanche soumise à un accord majoritaire, c'est une bonne chose parce que les partenaires sociaux, parce que sur le terrain, les acteurs savent ce qui est bon pour eux. Donc, en l'espèce, je crois que les débats qui ont pu être menés au Conseil d'État sont des débats normaux, techniques, sur un travail qui lui était soumis. Le gouvernement a tiré les conséquences de ce débat sur le plan technique en procédant aux aménagements. Et puis, quand il s'agissait de débats qui étaient parfois en opportunité ou plus politiques, comme celui auquel vous faites référence, le gouvernement a pris ses responsabilités politiques. Mais ça me semble être le cours normal de la fabrique d'un texte, et il ne faut pas créer là de polémiques inutiles ou artificielles. Laurent Lejar, magazine du handicap yannou.com. Vous préparez des services librement organisés de transport, mais à l'heure actuelle, l'accessibilité des transports est régie par les autorités organisatrices. Ce sont elles qui élaborent les plans de mise en accessibilité des points d'arrêt, qui achètent des véhicules qui sont accessibles et adaptés pour des usagers handicapés. Alors, comment cela va-t-il s'organiser dans le cadre de cette libéralisation? Je n'ai rien vu de tel dans l'avant-projet. Et à ma connaissance, ces dispositions ouvrent un vide juridique en matière d'accessibilité et d'accueil des passagers handicapés. Alain Vidalis. Oui, vous avez rappelé le cadre et l'objectif. Emmanuel Macron l'a dit, on est dans une situation aujourd'hui en France où finalement on assiste au développement du transport par car dans l'ensemble des pays. Il y avait des chiffres considérables, 5 millions et 8 millions en Allemagne et en Angleterre, et nous avons 110 000 passagers sur ce type de transport. Il ne s'agit pas de se tromper, on ne va pas organiser une libéralisation qui viendrait en concurrence avec ce qui est organisé aujourd'hui, notamment par les régions et par les TER. Et donc le texte, de ce point de vue-là, il utilise et il flèche l'espace de liberté pour la création de ces services, tout en garantissant que ça ne vienne pas percuter ce qui existe déjà aujourd'hui. Et il le fait, j'ai envie de dire qu'il faut se nourrir de notre expérience. Au fond, on sait bien aujourd'hui que sur la question de la mobilité, l'arbitrage, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, se fait souvent par les prix. Et que ce qui s'est passé sur le transport aérien il y a très longtemps, au fond, la France a regardé un peu en spectateur ce qui se passait en disant, mais enfin, c'est pas, on ne va pas se lancer là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, souvent les jeunes, souvent des gens qui ne peuvent pas voyager dans d'autres conditions, ont fait le succès de compagnies qui nous mettent même en difficulté. Et donc, je crois qu'il faut être à ce rendez-vous. Il y a une clientèle, il y a des objectifs et il y a aussi des itinéraires qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Alors, vous posez une question particulière, puisque qui sera l'autorité de régulation pour les suggestions particulières en matière de services publics? Évidemment, il ne s'agit pas d'organiser ces nouveaux services dont la liberté de création sera totale une fois que les régions, notamment, auront donné leur accord, mais naturellement, les règles générales qui sont applicables, notamment en matière d'accessibilité, seront en l'espèce de la responsabilité de l'État. Oui, bonjour, Francis Brochet pour le groupe de quotidiens régionaux EBRA. Est-ce que vous espérez boucler l'essentiel du texte en mars, c'est-à-dire au moment où la Commission européenne réexaminera les budgets français, ou pour poser la question autrement, quelle est la part de contraintes européennes, voire allemandes, dans ce projet de loi? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous faisons les réformes pour nous-mêmes. Nous considérons que le pays a besoin d'en faire davantage, c'est le moins qu'on puisse dire tout de même, pour le travail, pour l'emploi, pour lutter contre le chômage. Et donc, tout évidemment en respectant nos valeurs, notre identité, notre droit fondamental, nous considérons qu'il faut des réformes. C'est le sens d'ailleurs de ce quinquennat. Redresser le pays et dans la justice.
Et donc ces réformes, elles sont nécessaires. Je pourrais d'ailleurs vous rappelle qui avait lancé ce texte. Ce n'était pas Emmanuel Macron, d'abord. Bon. Donc le lien avec l'Europe, non, il n'a pas à être établi. Nous faisons des réformes de structure, mais les réformes que nous présentons, elles sont d'abord nécessaires pour notre pays. Et d'ailleurs, sur la question du travail le dimanche, par exemple, dans d'autres pays, il y a d'autres traditions, y compris en Allemagne. Donc à la fin, on verra qui aura réformé. Oui, bonjour, Sophie Bridier, actuelle direction juridique, je suis là. Sur l'avocat en entreprise, j'ai vu que le statut serait créé. Est-ce qu'il passera par voie d'ordonnance ou pas? Et quel secret sera accordé à l'avocat en entreprise? Christiane. Oui, sur les professions du droit, un certain nombre de dispositions étant prises, mais vous savez que notre modèle, d'abord de droit continental, ensuite de profession qui assure l'égal accès au droit sur tout le territoire, ce modèle est préservé. Des souplesses sont introduites de façon à permettre, en concertation avec les professions qui en conviennent, puisque nous en discutons avec elles depuis 2 ans maintenant, des souplesses sont introduites pour faciliter le renouvellement de génération, pour faciliter l'accès des femmes à un certain nombre de professions et de responsabilités, et pour assurer sur l'ensemble du territoire quand même cet égal accès à la justice et au droit. La question de l'avocat en entreprise est soulevée à l'intérieur de la profession des avocats depuis plusieurs années, et vous savez que les appréciations sont différentes pour la simple raison que c'est une profession comme les autres, extrêmement composite, et où l'exercice du métier est différent entre l'avocat judiciaire, l'avocat d'affaires, l'avocat qui fait du conseil fiscal international, l'avocat qui fait exclusivement de la fiducie. Donc ce sont des pratiques professionnelles différentes et forcément des perceptions différentes. La question de l'avocat en entreprise surgit donc de la profession elle-même, et le gouvernement a veillé à apporter une réponse qui d'abord a été étudiée, bien entendu, a été étudiée par le Conseil d'État, et le gouvernement apporte la plus grande attention aussi bien aux demandes ou aux refus de la profession, puisque majoritairement les votes dans la profession ont rejeté l'avocat en entreprise. Il demeure qu'il y a la question du statut des avocats qui interviennent dans les entreprises ou des conseils juridiques, et ce sujet sera dans le texte bien entendu, et il sera l'objet de débat parce que, je le répète, la profession elle-même est extrêmement divisée, que moi en tant que garde des Sceaux, bien entendu, je lui pose très clairement la question du rapport de subordination, donc la nécessité de poser des principes et des règles qui, dans les cas où le statut d'avocat en entreprise est posé, que dans ces cas-là, les règles soient conformes, d'abord en termes d'égalité de traitement par rapport aux avocats qui suivent la filière hors entreprise, et ensuite, bien entendu, par les règles de déontologie, d'éthique, de secret professionnel, d'inscription au barreau, et donc de déontologie générale par rapport à cette profession. Donc, il y a les dispositions du texte, il y a des dispositions de l'avocat en entreprise dans le texte, mais je répète, c'est un sujet de débat et les parlementaires vont s'en emparer, puisque bien entendu, la situation est extrêmement différenciée. Gaëtane Mélin, BFM TV, une question pour vous, Madame la Ministre. On le voit bien dans les professions réglementées juridiques, il y a un certain mécontentement. Vous allez d'ailleurs en recevoir cet après-midi une délégation des huissiers. Comment comptez-vous les convaincre de les rallier tout simplement à cette loi Macron? Je vais recevoir l'ensemble des professions cet après-midi à la chancellerie, donc pas seulement les huissiers. Par contre, demain, je serai avec les huissiers et les commissaires aux comptes qui relèvent également de l'autorité de la chancellerie. Alors, évidemment, tel que ce texte de loi a été annoncé, il y a une inquiétude très forte et très légitime dans toutes les professions du droit. Mais depuis, nous avons travaillé d'abord avec l'ancien ministre de l'économie, dont je ne renie pas mon amitié, même si nos désaccords étaient profonds sur ce sujet comme sur d'autres parfois. Nous avons abordé, je lui ai dit qu'il fallait aborder les choses différemment, et depuis que le ministre Emmanuel Macron est là, nous avons une méthode de travail qui est totalement différente et qui fait
que justement, dans ce texte, les grands sujets d'inquiétude des professions ne sont plus à l'ordre du jour. Il y avait évidemment la remise en cause de l'acte authentique pour les notaires, de la signification pour les huissiers, de la liberté d'installation totalement totale. Tous ces sujets ne sont plus traités de cette façon. Les compétences exclusives qui sont actuellement dévolues à ces professions sont maintenues parce qu'elles ont leur utilité, que ce sont des délégations de services publics assurées par la puissance publique et que les règles d'encadrement et de contrôle donc, sont assurées et éventuellement renforcées. Je répète, en concertation avec les professions. Donc l'inquiétude demeure. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est un travail interministériel qui a été fait. Il a été exemplaire, je dois le dire, malgré des divergences d'appréciation, malgré des discussions, malgré, puisque nous avons nos tempéraments parfois des moments de vivacité, mais c'est un travail qui est exemplaire dans la mesure où chaque ministre a pu faire entendre et valoir l'analyse qu'il a de son champ de compétences et le moyen de réformer sans brutalité d'une part et avec efficacité pour les citoyens et pour moi, pour les justiciables et pour les citoyens. Donc nous avons veillé, nous ne serions pas, je vous le dis très clairement, nous ne serions pas solidaires de ce texte si les principes qui régissent le fonctionnement des professions placées sous notre responsabilité et le respect de l'intérêt général, si tout cela était mis en cause. Nous ne serions pas, enfin moi je l'assume très clairement, je ne serais pas solidaire de ce texte. Alors il y a encore des améliorations. Elles vont être apportées dans le débat parlementaire. Mais il y a une capacité d'écoute très forte. Les observations du Conseil d'État ont été prises en considération, mais surtout déjà tout ce qui suscitait l'inquiétude chez les professions du droit a disparu du texte depuis un moment. Mais c'est vrai que le travail... Parce que d'habitude c'est l'inverse. D'habitude on connaît l'existence et les grandes dispositions d'un texte presque au terme du travail interministériel. Là, les grandes orientations du texte ont été annoncées avant le travail interministériel, de sorte qu'on est dans une situation inédite où pendant tout le parcours de discussion interministérielle de ce texte, il y a eu des inquiétudes, parfois des fuites, voilà, des éléments. Donc voilà, il y a des inquiétudes qui sont fondées parce qu'il y a des sujets qui posent encore question, comme l'avocat en entreprise, mais il y a des inquiétudes qui ne sont pas fondées parce que les raisons de ces inquiétudes ont disparu. Voilà. Donc je n'aurais pas beaucoup à les convaincre, je les reçois régulièrement, elles connaissent l'essentiel du contenu de ce texte, mais parce que les choses ont varié, elles veulent faire savoir que leur inquiétude n'a pas encore disparu. Mais ce sont des professions d'intelligence, de réflexion, ce sont des professions de maturité, ce sont des professions d'engagement, toutes, pour la part qu'elles assument de délégation de la puissance publique, ce sont des professions d'engagement attachées à l'accès au droit et à la justice, ce sont des professions qui sont préoccupées du maillage territorial que nous avons veillé à préserver. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que le dialogue qui n'est pas rompu va permettre de lever toutes les dernières incertitudes, en tout cas toutes les dernières préoccupations. Trois remarques rapidement. Le dialogue va se poursuivre. Christiane Taubira l'a dit aujourd'hui et demain. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, ce soir, rencontre une partie de ces professions. Deuxièmement, ça va de soi, si un texte était contradictoire, était contraire au principe du droit, aucun d'entre nous ne serait devant vous, et je pense qu'il n'y aurait pas de texte. Et enfin, troisièmement, il y a toujours des débats avec vivacité, caractère, et ensuite il y a les arbitrages, et c'est ma responsabilité, avec l'autorité nécessaire et la bonne humeur qui sied. Félix Brio, je suis journaliste indépendant. Monsieur Macron, vous avez évoqué une compensation salariale pour les salariés qui travailleront le dimanche, mais il reste un flou, il subsiste un flou sur le niveau de compensation. Est-ce que vous allez recommander un seuil? Il est évident que si c'est 10% de salaire en plus, c'est moins intéressant que si c'est par exemple 25%. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait de flou, Monsieur Macron, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de flou. Il y a deux options dans cette affaire-là. Soit on définit par la loi un seuil, ce qui était d'ailleurs au début, pour être honnête, l'inclinaison qui était la nôtre. Le problème que vous avez, c'est que le mieux est parfois l'ennemi du bien, et donc les plus petites structures ont beaucoup de mal à faire le payer double. Et donc si vous décrétez partout le payer double pour le dimanche, ce que vous atteignez le plus sont les TPE, les PME, les commerces de centre-bourg. Et donc, vous créez des déséquilibres là où vous ne vouliez pas forcément en créer.
Et donc, le principe qui a été le nôtre, c'est de renvoyer à des accords de branche, d'entreprise ou de territoire les modalités de la compensation. Ça existe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Généralement, on voit qu'en moyenne, les accords de branche, le contrôle de François Rebsamen, c'est 1,3 fois le SMIC, donc c'est 30% d'augmentation. Il y a parfois des accords qui prévoient en plus des jours de récupération et d'autres avantages. Mais là-dessus, je crois que ce n'est pas la loi qui peut définir de manière intelligente pour toutes les catégories de commerce, tous les niveaux, les modalités intelligentes. Parce que soit on tue complètement le dialogue social, soit on crée des situations inadaptées sur certains territoires ou pour certains types de commerce. Et donc, c'est ce que je disais, la méthodologie de ce gouvernement, c'est de croire dans le dialogue social depuis le début. Et là, donc, on donne une vraie responsabilité au dialogue social, puisque pour les commerces qui ne sont pas ouverts aujourd'hui, qui voudraient ouvrir, sans accord d'un des trois types, celui que j'évoquais, il n'y aura pas d'ouverture possible. Bon, je voudrais vraiment remercier tous les ministres qui ont fait un formidable travail interministériel, qui vont le poursuivre. Vous pouvez d'ailleurs vous adresser, pas maintenant, mais auprès de chaque ministre, auprès de chaque ministère, puisque ce texte est un texte important et qui touche de nombreux aspects de notre vie économique. Et donc, vous pourrez avoir les éléments. La discussion se poursuit avec les professions concernées. Elle va commencer au Parlement et d'abord à l'Assemblée nationale. Et moi, je remercie notamment, évidemment, tous les ministres, et plus particulièrement Emmanuel Macron, qui porte ce texte, et il le portera avec les ministres, d'ailleurs, au banc du gouvernement. Merci à tous, bon après-midi.